Donc, Chanty, est-ce que tu peux commencer par nous faire un petit état des lieux de où en est la boîte aujourd'hui en termes de nombre de personnes dans l'entreprise? Où est-ce que vous êtes basé? Tu es arrivé avec une énorme valise, donc on suppose que tu n'es pas de Paris. Combien de biscuits tu expédies par semaine? Ouais. Voilà, un petit overview. Donc, je viens d'Aix-en-Provence. J'ai grandi là-bas et du coup, la production des biscuits se fait toujours là-bas. Et maintenant, j'ai aussi une équipe marketing / commerciale à Paris. Donc, moi, je fais une semaine dans le sud, une semaine Paris. Donc, c'est la belle vie. En tout, on est 13 aujourd'hui. En 2018, on a vendu 1,5 million biscuits. Voilà, on a une croissance quasiment que organique. On fait x3 tous les ans grâce à nos commandes et notamment grâce à Instagram. Et là, cette année, on vise international et pour pouvoir lancer les US l'année prochaine et conquérir le monde entier. Pour rebondir sur ce point de l'international, c'est dans ta tête depuis le début? C'est quelque chose qui est venu progressivement? Alors en fait, je ne sais pas si à un moment donné tu veux que je raconte l'histoire, mais quand j'ai créé Chanty Biscuit, je ne me suis pas du tout dit je vais créer une boîte. Je me suis juste dit l'idée est cool, il faut que ça existe et je le faisais pour le fun. Et c'est quand j'ai commencé à avoir trop de commandes pour le gérer toute seule, je me suis dit mais en fait, il y a peut-être un truc à faire. Mais même au tout début, quand j'ai commencé, je disais déjà à mes amis ouais, vous allez voir, un jour les biscuits seront chez Air France. Mais du coup, je rêvais grand en fait, on va dire. Et après, plus j'avance et plus je vois que ça peut se concrétiser. Et comment est-ce que concrètement, je ne sais pas si c'est une question qui intéresse les participants de la tribu, mais moi ça me passionne, comment est-ce qu'on crée un biscuit? Comment tu as fabriqué tes biscuits? Surtout que moi je suis nulle en cuisine et je déteste cuisiner. Mais quand j'ai eu l'idée, c'était mon obsession du moment et j'ai regardé sur internet, j'ai fait plein de tests, j'ai mixé des recettes et j'ai fait pendant peut-être 4 mois des biscuits tous les jours. Chez toi? Ouais, chez moi, dans ta cuisine? Ouais. Et tu vois, j'en faisais pas beaucoup, tu vois, j'en faisais 30, 40. Je testais les recettes, je fais ah ben là, le texte il marche pas, mais le goût est bon. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut que je change? Et ma mère, elle adore cuisiner, donc elle m'avait un peu aidée. Ouais, elle faisait un peu trop de sucre, ça. Et la difficulté, c'est d'avoir un biscuit qui est beau, enfin où le visuel marche parfaitement, parce qu'on peut mettre des logos et tout, et qui est bon aussi. Et à partir de quel moment tu te dis que ton mode de production artisanale dans ta cuisine, il est plus adapté? À quel moment à partir de quel volume de biscuits par jour tu décides d'externaliser? Alors, j'ai pas externalisé. On n'a jamais externalisé, on a toujours fait les biscuits nous-mêmes. Okay. C'était la grosse problématique jusqu'à il y a peut-être 2 mois. Maintenant qu'on a plus grand outil de production, mais avant c'était le gros problème. Et en fait, je faisais les biscuits chez moi dans mon appart pour m'amuser. Et j'ai fait 2 ans, et jusqu'au jour où j'avais trop de commandes et je ne pouvais plus gérer. Et en fait, je faisais 400 biscuits tous les jours. Chez toi? Oui, en fait, je faisais tout. Je faisais la pâte, la cuisson, la personnalisation, l'emballage, les colis. J'allais à la poste, je faisais les courses, je faisais les photos. Du lundi au vendredi? Du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, évidemment, parce que les gens n'arrivent pas de commander le week-end. Oui. Et en plus, quand c'est ton truc et que tu vois que ça marche, il faut que je livre rapidement. Et même, je n'osais même pas prendre un jour de vacances ou prévoir des trucs. Je prévois, mais si j'ai une commande, je ne viens pas. Donc, j'étais vraiment… Et là, je me suis dit, non, mais là, j'ai plus de vie. Et si ça continue comme ça, je meurs. Ok, donc on n'a pas fait venir n'importe qui. Donc, tu faisais 400 biscuits par jour, du lundi au dimanche. Ouais, à la fin, quoi. Et sans devoir vraiment tout savoir de ta vie, mais tu te levais à quelle heure et à quoi ressemblait la journée? C'est-à-dire que tu travaillais à 7 heures? Alors, en fait, j'ai bien aimé cette période parce que j'étais toute seule et je faisais ce que je voulais. Ouais. Et moi, je suis du matin, donc je me levais très tôt. Et surtout que dans le sud, il faisait chaud rapidement la journée et après la pâte, c'était pas pratique et tout. Donc, je me levais très tôt le matin. Je faisais mes cuissons. Genre, je me levais peut-être à 5 heures, je pense. Je faisais cuire les biscuits jusqu'à genre 10 heures. Ensuite, le temps qu'ils refroidissent, tu sais, genre, je vais faire un tour sur les mails, je prends ma douche, tout ça. Ensuite, je les emballe, je fais les colis, je vais à la poste. Et là, en général, j'avais peut-être 2 heures de libre. Donc là, soit sport, soit je sors, soit je vais faire les courses. Et ensuite, je revenais. Et le fin d'après-midi, je préparais les pâtes parce qu'à ce moment-là, je faisais les pâtes la veille pour le lendemain. Je préparais toutes mes pâtes, puis voilà, un peu photos, sociaux, factures. Mais c'était cool. J'avais adoré cette période. Pas de pression, rien à perdre, pas de responsabilité, tu vois. C'est après quand j'ai recruté que là, je commence à avoir du stress et je me dis là, j'ai maintenant quelqu'un, tu vois.
Très bien. Je connaissais pas du tout cette partie-là. Je pensais que tu avais externalisé beaucoup Ah, on n'a rien externalisé, très jamais. vite. Ok. Mini aparté, pensez bien à couper votre micro pendant les moments où je fais l'interview parce que sinon on entend notamment les bruits de clavier à l'ordinateur et ça sera embêtant pour ceux qui regardent le replay. Merci beaucoup. Vous avez un petit bouton couper le son. Quelques questions un peu plus complémentaires sur ce process. Tu faisais combien de colis pour la poste chaque jour? Parce que je suppose que tu avais des commandes de 100 biscuits et tu avais parfois des commandes de 15 biscuits. Ouais, alors à l'époque, tu pouvais commander 10 biscuits. Maintenant, on a augmenté le minimum à 20. Mais en fait, ça dépendait parce que nous, c'est un concept assez saisonnier et événementiel. Donc, autant la semaine d'avant la Saint-Valentin, bah, tu avais, bon, à l'époque, 20 colis, c'était beaucoup, tu vois. Attends, tu avais 20 colis, 20 petits colis par jour. Et tu les as, mais littéralement, parce que j'ai vraiment envie de comprendre. En fait, tu faisais toi-même les colis chez toi, ouais. tu achetais des cartons, Oui. et après tu les traînais avec ton caddie à la poste. Bah, quasiment. En fait, du coup, j'emballais les biscuits dans les sachets. Je fermais les sachets. Ensuite, je mettais, j'avais les cartons, je cochais les cartons, je mettais les protections pour pas que ça se casse. Je mettais les biscuits, je mettais un petit mot dans le carton, je scotche, je vais sur mon ordinateur, j'imprime les bons de la poste et je vais à la poste. Ok. Et même des fois, quand c'était des mariages et que tu avais des gros colis, bah, du coup, je faisais 3-4 allers-retours. À la fin, même si la poste elle était vraiment pas loin, je blindais le coffre et je soudoyais les gens à la poste. J'en ai des biscuits pour qu'ils me laissent couper les queues. Ok. Je suppose que donc, dans les choses que tu as dû découvrir à cette période-là, il y a notamment la gestion de la trésorerie, la marge. Pour beaucoup de sites e-commerce, c'est un vrai sujet. Parce qu'ils doivent, par exemple, tu fais un e-commerce. Ma réponse va te surprendre. Tu vas me surprendre. Je sais que pour énormément de produits, c'est vraiment complexe. Si par exemple tu fais des produits complexes, tu fais un des trucs les pires en e-commerce, par exemple les plateaux repas. Hein. Donc tu dois absolument avoir des produits qui sont frais, il faut les recevoir au bon moment, il faut penser au stockage, il faut avoir le bon frigo. Faire des biscuits, ça demande quoi comme matière première? Est-ce qu'il y a c'est quoi les spécificités du business? Est-ce qu'il y a une bonne marge? En coût de matière première, j'avais quasiment rien parce que c'était farine, tu vois, ça ne coûte pas grand-chose. Moi, c'est plutôt le temps que je valorise et la personnalisation. Moi, je m'étais dit, même quand j'ai fixé un prix, tu vois, je me suis dit, bon, combien je serais prête à acheter? Bon, à peu près, tu vois. Je suis de calcul comme ça. Après, j'ai fait des variations et j'ai regardé combien ça me coûtait de juste les achats, tu vois, les cartons, tout ça. Et pour me rendre compte que je perdais pas d'argent, mais en fait, j'ai pas fait de calcul plus que ça. D'accord. Et j'ai pas fait de business plan. Tu vois, en plus, moi, j'étais en auto-entrepreneur, donc ça a dérivé sur mon compte. Tu vois, je me suis pas posé de questions. Et je pense que si j'avais vraiment tout calculé, genre, ouais, quand j'aurais un local, j'aurais des charges, j'aurais le salaire, qu'il va falloir que je produise et tout, j'aurais eu trop peur. Et je me serais dit. Tu serais jamais lancé. Ouais. Mais là, je me suis dit, bah, là, tu vois combien ça me coûte, combien je vends, ça va, quoi. Et au bout donc, de ces 2 ans, au moment où tu atteins le plafond de 400 biscuits par jour, quelles sont les options qui s'offrent à toi? Eh ben, là, justement, en fait, moi, j'étais dans mon village perdu près d'Aix-en-Provence. Et il y a combien d'habitants dans ce village? 4000. D'accord. Et d'ailleurs, bon, bref, je parle d'anecdotes, ça va rien. Partage. Hein. Non, j'allais dire, du coup, comme c'était un petit village, genre quand j'allais à la poste, j'étais la fille qui a des colis, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Quand j'allais faire les courses à Leclerc, j'étais la fille qui mange que de la farine. C'était très marrant. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, il faut que quelqu'un m'aide. Moi, je sens que je ne peux pas, je ne sais pas ce que je fasse. Quoi. Et il n'y avait pas forcément Live Mentor, tout ça. J'avais pas de. Je voyais personne qui pouvait m'aider, même dans mon entourage, pas d'entrepreneur, rien. Je me suis dit, comment je vais faire? Il faut que quelqu'un m'aide. Et en fait, j'avais le frère d'une amie qui était gestionnaire de patrimoine et lui qui avait en client des entrepreneurs. Et du coup, je m'entendais bien avec et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider pour la suite de Chantier Biscuit? Je ne sais pas comment faire. Et il me dit, ah ouais, mais génial, sauf que moi j'ai mon job, je ne peux pas quitter, mais je peux te donner des conseils et tout ça. Et par contre, j'ai un pote qui, lui, bosse dans un truc en finance à Paris et qui peut arrêter pour devenir entrepreneur. Là, ça me fait rire. Et si tu veux, tu le rencontres et puis voilà. Et donc, je le rencontre, le mec, et donc on décide de s'associer tous les trois pour continuer.
Et là ce qu'ils m'ont permis de faire, c'est tous les dossiers de financement pour avoir des prêts d'honneur, voilà, trouver un local. Combien, donc, tu es monté jusqu'à quel chiffre d'affaires en autofinancement? Alors, quand j'étais toute seule, en 2014, j'ai vendu à peu près 32 000 euros de biscuits. Voilà. Tu fais un prêt ensuite. Et en fait, d'ailleurs, d'avoir cette historique, quand on est allé faire les dossiers de prêt et prêt d'honneur, on a montré toute seule, là, sans rien faire, on a ça. Là, il nous manque juste un peu d'argent pour trouver un local et du coup, on a eu zéro problème, ça s'est fait assez rapidement. Tu as réussi à emprunter quel montant? 100 000 euros. 100 000 euros. Ouais, on a eu des prêts d'honneur, subventions, pour 100 000 euros après. Mais c'est marrant parce que j'ai eu ce débat avec un de mes actionnaires qui, lui, m'affirmait mordicus que non, c'est impossible d'avoir un prêt en France, les banques ne prêtent qu'à des boîtes qui font plusieurs millions d'euros. Et je disais que c'est complètement faux. Ah, mais ensuite, en région, c'est facile. Ah oui, c'est absolument. Vous n'avez aucun dossier. Moi, quand on m'a fait passer le mail En fait, on a eu un prêt d'honneur du Crédit Agricole, qui est un pôle innovation. Et en fait, on a envoyé le mail, enfin notre dossier par mail au banquier. Et le banquier était là, mais c'est génial, mais ne venez même pas au comité, je m'en occupe, vous en faites pas. Et le mec, une semaine après, c'est bon, vous avez 15 000 euros. On l'a jamais rencontré. Oui, mais c'est vrai que si vous êtes là, j'ai jamais eu un projet comme ça. Si vous êtes un e-commerce à Paris, ça vaut le coup d'envisager la domiciliation en province. C'est pas illégal, c'est pas totalement légal non plus, mais c'est une sorte de zone grise où vous pouvez tout à fait aller mettre votre adresse de domiciliation ailleurs. Et en fait, ça débloque ce genre de situation, à savoir, j'arrive dans un endroit où il y a très peu de création d'entreprise, il y a très peu de demandes de prêts. Par contre, les banques ont du budget. Ce budget, il est réparti de façon régionale. Et c'est beaucoup plus facile d'obtenir quelque chose. Ça marche également très bien avec les subventions publiques et notamment les subventions de la BPI. C'est ce qu'on a eu. On a eu 30 000 euros de la BPI. Et 30 000 euros de la BPI qui sont facilement magnifiques. Et donc là, tu as de l'argent, mais ça ne nous dit pas comment tu sors de ta cuisine. Justement, en fait, donc l'argent nous permettait de financer des machines et un local. Enfin, et les travaux d'un local. Donc, tu as pris le local, les machines. Donc, on trouve un petit local pas loin de chez moi, vraiment petit, mais on se dit ça va rentrer, quoi. Et trouver les machines, ça a été assez compliqué vu que tout ce qu'on fait, ça n'existe pas. Donc là, je vais voir les mecs qui distribuent les machines et je leur explique mon projet. Et ils se disent, c'est la fille qui fait des biscuits chez elle ou qui va beaucoup trop grand, tu sais, elle se rend pas compte, tu vois. Et du coup, en plus, non, mais ce que vous faites, ça n'existe pas, Chanty, mais vous pourrez jamais faire un business de ça. Du volume sur ce concept, c'est impossible. Vous n'allez pas me casser mon rêve, quoi. Vendez-la moi, votre machine. Ah, c'est le vendeur de machine qui voulait pas te la. En gros, il voulait me vendre un truc pourri, tu vois. Je disais, non, mais moi, c'est la bien, là, que je veux. Et question très concrète, comme tu t'y connaissais rien en machine qui font des biscuits. Comment tu t'es renseigné? Tu as tapé sur Google machine? On a tapé sur Google, machine de biscuiterie, tout ça. On est allé faire des tests chez le mec. Et après, il y a aussi un organisme qui s'appelle le CRIT, c'est R-I-T. En gros, c'est Centre de recherche, innovation technique, je sais pas quoi. Et ils accompagnent des boîtes sur l'industrialisation au sens très large. Et du coup, eux, ils m'ont fait des mises en relation aussi. Et du coup, on a eu des experts qui sont venus aussi nous voir. Ouais, ça, c'est une super leçon d'aller voir les institutions sectorielles françaises. Il y a une tonne d'instituts, de fondations, de départements, de je ne sais quoi, spécialisés sur des verticales très spécifiques. Tu as ça dans le tertiaire, tu as ça, si tu veux, par exemple, pour toutes les personnes qui lancent des projets dans la fintech, dans l'assurance tech, plein de mouvements similaires. Et combien ça coûte une machine à biscuits? Du coup, en fait, il y a plusieurs machines. Tu as la machine qui emballe, le four. Donc, en tout, on avait 4 machines. Et en tout, on avait acheté vraiment du low cost de chez low cost. Genre, elle tombait en panne tout le temps et tout. Mais bon, ça a quand même marché. En tout, les machines, on va dire à peu près 100 000 euros en fait, les machines. Et comme moi, après, je vendais en parallèle, on avait quand même la trésor qui permettait de financer les travaux et ça tournait toujours. Donc, et là, ton choix à ce moment-là, de ton parcours d'entrepreneur, c'est j'investis dans les machines et par contre, moi, physiquement, je continue d'aller justement dans les machines, je verse ma farine et je préfère commencer par ça avant de recruter quelqu'un qui… On recrute en parallèle. Tu recrutes en parallèle. Je recrute en parallèle quelqu'un qui commence à venir chez moi au début, faire des biscuits. D'accord, il est fait chez toi et ensuite il est fait dans l'atelier. On déménage et puis ensuite on déménage, il y a une personne qui arrive.
qui fait les biscuits avec moi. Et ensuite, on recrute une deuxième personne qui, elle, avait de l'expérience en agroalimentaire pour être la chef de production. Et l'idée, c'était que moi, je sorte de la prod et que je me consacre au reste. Aujourd'hui, dans ton équipe, tu as combien de personnes qui sont sur la production? Sur la production, j'en ai 6 ou 7. 6 ou 7 personnes. Ouais. Et en 2017, j'avais 4 en production et c'était tout. Et je suppose que dans ce type de boîte, plus tu avances, plus tu essayes d'investir dans des machines qui automatisent certains process. Après, nous, on ne pourra pas plus automatiser que ce qu'on a aujourd'hui, je pense. Après, nous, là, si on veut grossir, ça va être déjà en plus. D'accord. Autre question très technique. Concrètement, je vais sur ton site, je commande 2000 biscuits Live Mentor. Est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que tu veux la prendre en live? Non, mais non. Alors... tu peux. Je n'ai pas la carte avec moi. Mais par exemple, un truc que j'avais imaginé faire un jour, mais je n'ai jamais trouvé le système, c'était pour chaque élève qui s'inscrit chez Live Mentor, de automatiquement lui envoyer par la poste un t-shirt avec le logo. Et je me dis, les biscuits, c'est peut-être moins cher. Et puis, c'est bon aussi, les t-shirts, tout le monde le fait. Comment est-ce que je fais pour faire en sorte… Est-ce qu'il y a des branchements possibles? Sur mon site, je pourrais te pinguer à chaque fois qu'un élève s'inscrit, faire une commande de biscuits pour cet élève, de 20 biscuits, avec son prénom dessus. Bienvenue chez Live Mentor, Elisabeth, Myriam, Cindy. Oui, après, si tu veux un truc vraiment automatique, je ne pense pas. Mais après, tu peux passer des commandes pour chaque. Et alors, donc je vais sur ton site, je commande 20 biscuits pour Cindy. Ouais. Toi, comment ça se passe après? Automatiquement, ta machine, elle se met en route dans ton atelier? Non, malheureusement, c'est pas comme ça. Non. Non, donc en fait, genre tous les soirs et tous les matins, ils checkent toutes les commandes qu'il y a eu. Et en fait, parce qu'on a plein de parfums de biscuits. Donc en fait, la production du lendemain est décidée en fonction des parfums qu'il y a en commande et des dates de livraison. Parce qu'on a des gens qui commandent à l'avance aussi. Par exemple, là, on a plein de gens qui commandent des biscuits pour une livraison pour leur mariage en juin. Donc en fait, tu regardes toutes les livraisons qu'il doit y avoir demain, on n'importe quoi, tu regroupes les parfums. Et là, tu décides des parfums qui vont être faits le lendemain en production. Et là, tu sors toutes les commandes à la prod et en fait, eux, ils savent combien de biscuits il faut faire pour tel client. Mais c'est beaucoup d'organisation parce que chaque client a une commande différente. Ouais, et c'est ça la difficulté. Et moi, on a mis 1 million de vérifs tout au long de la prod. C'est ce que j'observe dans tous les projets e-commerce qui passent chez Live Mentor. C'est ceux qui avancent le plus vite, c'est ceux qui décomposent tout le processus de production, chaque étape, au fur et à mesure. Avec des playbooks, des Google Docs qui décrivent exactement ce qui se passe, étape A, étape B, étape C, étape D, des documents qui deviennent au bout d'un certain moment assez énormes. J'ai des trucs de 45 pages, 60 pages, des trucs assez dingues pour une marque qui fait des vêtements sur mesure pour hommes. Mais c'est ce qui garantit le fait que tu peux augmenter ton volume de production avec la croissance. Nous, on l'a fait au fur et à mesure après. Au début, il n'y avait pas tout ça. En fait, c'est ma chef de prod qui a commencé à mettre des process. Et après, c'est plus tu grandis et plus tu as une erreur qui se produit un jour. Et là, tu mets un truc en place. Et en fait, c'est à force des erreurs qui arrivent que tu mets tous les verrous. Tu as besoin d'avoir des gens qui sont aussi très réactifs. Au début, tu ne peux pas anticiper tout ce qui va se passer. Très clair. Bon, maintenant que moi j'ai posé toutes les questions que j'avais sur la production, qui n'était pas du tout le thème de l'épisode, ce qui fait qu'ils vous ont mis un thème sur Instagram, mais moi j'ai envie de poser des questions sur la prod. On va passer aux questions sur Instagram. Est-ce que avant, dites-le moi dans le chat, si quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été dit, si quelqu'un a un site e-commerce, si quelqu'un a des problématiques de production, et si quelqu'un veut poser une question ou faire un retour d'expérience sur ces sujets d'augmentation de volume, d'outillage, de machines, qu'il se manifeste dans le chat et on lui donnera la parole avec plaisir. Elisabeth. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu envisages à terme de te mettre dans le bio? Parce que ça a quand même le vent en poupe. Alors, en fait, déjà, on n'a pas forcément de demande sur le bio. Et en fait, si on veut faire du vrai bio en France dans l'alimentaire, il faut que tout soit bio. Même les produits de nettoyage, la graisse des machines, les tuyaux, enfin tout. Et du coup, c'est des coûts monstrueux. Qu'on ne pourrait même pas répercuter sur le prix. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment de demande et qu'on n'a pas… pour l'instant, non. On a un projet dans l'écosystème Live Mentor qui a fait cette transition. Ça s'appelle Cookies. Eux, c'est des box de pâtisserie. Il faut que tu coupes ton micro, Elisabeth, sinon ça fait un écho. Ah bah ouais, attends.
Pas de souci, désolé. Eux, ils font des box de pâtisserie. Donc, en gros, tu commandes, tu reçois de la pâte, de la farine, et puis un mode d'emploi à suivre avec tes enfants. Ça marche pas mal, c'est en abonnement. Ils ont une très grosse croissance depuis le mois d'août. Et ils ont fait la transition vers le bio. Et c'est vrai qu'ils n'ont pu le faire qu'à partir du moment où ils ont eu assez de chiffre d'affaires et de trésorerie pour baliser tout le process. Et c'était un peu un enfer. Virginie, as-tu volontairement ciblé les mariages ou est-ce que les futurs mariés sont venus à toi? Alors, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais plusieurs copines qui se mariaient et du coup, j'ai direct orienté mariage. Et en fait, je n'ai pas réfléchi forcément au début de Chantilly Biscuit ce que j'allais être B2C, B2C, tout ça. Et je me suis dit, j'ai plein de copines qui se marient. C'est vrai que dans le mariage, il y a un truc à faire. Et moi, je le voyais vraiment pour faire des cadeaux, des blagues sur les biscuits. Donc, oui, j'ai orienté mariage. En plus, c'est des plus grosses commandes. Et à chaque mariage, tu as tous les invités qui découvrent les biscuits. Donc, en fait, la première saison des mariages qu'on a eue, ça a permis que derrière, il y a eu pas mal de commandes et de gens qui nous ont connus. Et aujourd'hui, on a toujours beaucoup de mariages et c'est un secteur qu'on néglige pas du tout. Et même l'été, quand des entreprises sont en vacances, ça c'est très bien. Je suis d'accord avec Céline, c'est malin. Autre question sur les mariages, comment est-ce que tu les cibles? Comment est-ce que tu démarches des futurs mariés? Non, je ne démarche pas forcément. Tous les ans, je faisais un petit salon du mariage et je continue. Combien ça coûte ça? Ça dépend. En fait, je ne fais pas les gros salons genre Porte de Versailles, tout ça. C'est pas du tout ma cible. Je fais des petits salons de créateurs, mais ça te coûte rien. Là, j'en ai fait un en janvier, enfin rien. C'était genre 600 €. Tu vois. Sachant que toi, c'est hyper qualifié, toi, un salon, c'est jackpot. Non, mais toi, un salon, c'est jackpot parce que les gens ont faim. Les gens n'ont rien à faire de la journée à part marcher. Dès qu'ils voient un stand où ils peuvent manger, c'est parti. Ah oui, non, mais c'est sûr. Les gens goûtent, c'est vrai. Salut, c'est Valentin de Live Mentor. La vidéo que vous venez de voir, c'est un extrait d'un épisode de La Tribu. La Tribu, c'est la plus grande bibliothèque de ressources sur l'entrepreneuriat et le marketing digital. Si vous voulez vous inscrire, il y a le lien dans la description. À bientôt.